13h, 14h, Europe 1 Info. 13h13, bienvenue à vous qui nous retrouvez peut-être à l'instant sur Europe 1. C'est l'heure de décrypter l'actualité avec vous, Charles Huillier, et vos débatteurs. Aujourd'hui, le directeur adjoint de Marianne, Adrien Matou, mais aussi Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du GDD, et votre invité du jour, Benoît Grunemwald, expert en cybersécurité pour la société E7. Oui, tout à fait. Je vais d'abord présenter mes deux débatteurs. Comment allez-vous, Raphaël Steinville? Tout va bien, en pleine forme. Je vous ai vu sur CNews ce week-end. Effectivement, vous étiez vous aussi rayonnant. Et puis j'accueille Adrien Matou, effectivement. Bonjour Adrien, comment allez-vous? Le week-end s'est bien passé? Parfait. Bon, alors, on le disait en préambule, c'est aujourd'hui, je redeviens sérieux, c'est aujourd'hui que les quasiment 700 000 victimes du piratage de données sur le site des impôts vont être informées et prévenues. On a également appris il y a quelques heures un autre piratage au Crédit Agricole. Les coordonnées bancaires de 1000 clients ont été volées. Cela n'a rien à voir avec ce qu'il s'est passé à la DGFiP, mais je le précise tout de même. Bref, ça ne s'arrête pas. La cellule interministérielle de crise se réunit aujourd'hui, ce qui donne une idée, messieurs, de l'ampleur de la crise. Les sénateurs PS demandent même une commission d'enquête. Bonjour Benoît Grunemwald, bonjour à vous et merci de nous rendre visite en studio sur Europe 1. Vous êtes expert en cybersécurité pour la société E7. Alors Benoît Grunemwald, si je reçois ce fameux SMS aujourd'hui là, parce que j'ai été piraté, je fais partie des 700 000 victimes de ce piratage sur le site des impôts, qu'est-ce que je dois faire? Comment dois-je réagir? Dois-je m'inquiéter, Benoît Grunemwald? Eh bien, si on suit des conseils d'hygiène informatique, on ne va pas s'inquiéter parce qu'on va considérer, et peut-être même d'ailleurs que l'email ou le SMS que l'on va recevoir de la DGFiP, on va lui-même le considérer comme potentiellement suspect. Ah bon? Et oui, d'accord. Et oui, parce que tout ce qui va concerner des sollicitations liées à la DGFiP, mais pas enfer, que ce truc. Alors en fait, ça peut paraître un enfer, mais c'est plus simple que cela. Oui. À partir d'aujourd'hui, vous considérez que tout ce que vous recevez est suspect. À partir de là, vous n'allez plus cliquer dans les emails que vous recevez. Si vous recevez un email de la DGFiP, vous dites c'est la DGFiP, le sujet c'est changement de mot de passe. Ok. Je ne l'ignore pas, je ne clique pas dedans, mais je ne l'ignore pas. Je vais dans mon compte DGFiP ou je vais dans mon application DGFiP et là je vois s'il y a ou pas effectivement un message en lien avec une quelconque action. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que email, SMS, appel téléphonique et visite à domicile sont également à considérer comme suspect à 99,99%. C'est-à-dire que si j'ai quelqu'un qui, dans ma villa, vient me rendre visite en se présentant comme agent des impôts, je dois m'en méfier. Complètement. Ah oui. Comme vous vous méfiez de n'importe qui vient sonner à votre porte, que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas sollicité. Si vous avez prévu un rendez-vous avec Enedis et qu'il y a quelqu'un qui se présente avec une tenue Enedis, pas de problème. Si vous n'avez pas prévu de rendez-vous avec Enedis, là, prudence. Encore que, disait Raphaël Steinville fort justement, parce qu'effectivement aujourd'hui on se méfie de tout, Raphaël Steinville. Non, mais on se méfie de tout et on a déjà vu des personnes qui se déguisant, se prétendant policiers, gendarmes, ou la CAF, se prévalant d'autres organismes, parviennent à finalement rentrer chez les individus pour leur extraire de l'argent. Voilà. Donc ça existe aussi. Ça existe, mais généralement, il n'y a pas de rendez-vous sur la plateforme officielle qui a été prise. Donc, effectivement, prudence lorsque vous avez des interactions, qu'elles soient numériques ou sociales. Alors, je recentre le sujet parce que nous évoquions avec vous, Benoît Grunemwald, ce piratage dont ont été victimes 700 000 contribuables sur le site des impôts. Alors, ce qui paraît quand même extrêmement difficile à appréhender pour nous qui ne sommes pas des experts, contrairement à vous. Comment est-ce possible de hacker, comme on dit, c'est-à-dire de pirater un site comme le site des impôts qui, de prime abord, semble infaillible? En fait, pas du tout. C'est facile ou pas, ça, Benoît Grunemwald? Alors, il n'y a aucun système infaillible. C'est-à-dire que si on prend l'image de la maison, vous pouvez avoir une forteresse, et bien il y a toujours moyen de la cambrioler. C'est le piratage physique. L'État, les États et les sociétés font ce qu'il faut, en l'occurrence, pour se protéger. Mais il existe malheureusement toujours des petites portes. La cybersécurité, comme la sécurité, n'est pas une science exacte. Ce que l'on note dans les techniques qui sont employées aujourd'hui, et pas que chez ces profils assez jeunes, mais également dans les groupes d'attaquants
alignés et ou sponsorisés avec des États. C'est que au lieu de cibler des infrastructures très bien protégées avec des verrous, eh bien, ils vont plutôt utiliser ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, c'est-à-dire détourner des éléments légitimes à leur usage. Pour se rendre plus crédible lors des différents piratages. Alors, non mais quand même, j'insiste sur le site de la DGFiP. Faut-il des outils très perfectionnés ? Faut-il du matériel très perfectionné ? Parce que d'après ce qu'on comprend, les hackers du site des impôts sont finalement équipés du matériel de monsieur, madame, tout le monde. Ça c'est vrai, vous le confirmez ? Oui, je confirme qu'ils n'ont pas de matériel hautement évolué. Je confirme qu'ils n'ont pas, dans le cas présent, de compétences hautement évoluées. Ils sont certainement, par contre, très malins, plutôt rusés, et ils bénéficient d'un écosystème cybercriminel important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est qu'ils auraient utilisé un accès VPN, donc un accès à distance, comme on utilise pour le télétravail. Un VPN, en gros, c'est pour tout simplement se servir d'une connexion. Si je suis à Paris, je peux dire grâce au VPN que je suis à Moscou, et comme ça, je suis un peu indétectable, c'est ça ? Alors, indétectable, non, mais en tout cas, ça me permet, quand je suis en télétravail, de me connecter à mon service informatique du travail depuis chez moi, en sécurité. Et ce qui est assez intéressant, frappant ici, c'est que ces accès se trouvent en vente sur des cybermarchés criminels, et il y a une économie qui va capter les logins et les mots de passe, donc les identifiants, les mots de passe, pour se connecter à différents VPN. Si je revends les informations de Marlène Duret sur le Darknet, combien ça vaut ? Je serais curieuse de le savoir. Pour les vôtres, je dirais que ça va dépendre de s'il y a votre carte bleue. Alors si elle est millionnaire, par exemple. Ça peut valoir un peu cher, on va dire 200, 300 euros, mais ça va surtout dépendre de ce que l'on compte en faire. C'est-à-dire que si je suis un cybercriminel et que je veux pêcher au chalut, j'achète des grandes bases. Et ça ne coûte pas très cher, les informations sont c'est fiables. des achats de gros, en fait, c'est ce que vous dites. Exactement. Par contre, si je veux cibler une personne publique, et dans ce cas-là, faire un profil... Si je veux cibler Kylian Mbappé, pardon pour l'exemple. Voilà. Et bien dans ce cas-là, ça va coûter beaucoup plus cher, parce qu'il va falloir trouver ces entrées particulières et personnelles dans les différentes fuites de données, les croiser, et de là, faire un profil. Pourquoi ? Pour pouvoir faire des arnaques qui sont sur mesure. Raphaël Steinville. Oui, il y a quelque chose qui m'inquiète éminemment, c'est que le hacker qui a revendiqué cette attaque nous explique que ce piratage a eu lieu en juin. Comment expliquez-vous que la Direction générale des finances publiques, le gouvernement, n'ait communiqué qu'à partir du moment où ce hacker ait revendiqué cette attaque ? Et deuxième chose, il semblerait que ce même hacker et également, c'est lui qui le revendique sur Twitter, parce qu'il a un compte officiel, c'est quand même assez sidérant, revendique une autre attaque ces derniers jours, avec 2 millions de fichiers cadastraux qui ont été également pillés à ce même site, sur un serveur de la Direction générale des finances publiques. Et comment expliquez-vous ce retard dans la réponse du gouvernement ? Normalement, c'est 3 jours, je crois, pour prévenir les victimes, 72 heures. Alors, selon le règlement européen pour la protection des données personnelles, effectivement, il y a des procédures qui doivent être mises en place. À l'heure actuelle, ce que l'on peut imaginer, c'est deux scénarios. Un, que la DGFiP n'ait pas réalisé cette fuite de données, et donc que ce soit le cybercriminel qui leur apprenne qu'il y avait une fuite de données. Et puis la deuxième hypothèse, c'est qu'il y a un consensus qui permette une enquête, et qui fait que, en fait, ils attendaient le dernier moment, peut-être pour saisir, arrêter le suspect, et ensuite annoncer qu'il y avait... Mais ce laps de temps est immense. C'est-à-dire qu'on parle d'une fuite de données qui date de juin, sachant que ils ont eux-mêmes, la Direction générale des finances, a identifié cette intrusion. Donc il y avait quand même une menace, et pour autant, malgré les 5000 informaticiens qui travaillent à Bercy, aucun n'a été à même de réaliser. C'est quand même, il y a une faille dans... Mais tout va bien, parce qu'Amélie Verdier, la directrice des finances publiques, s'est excusée ces derniers jours sans donner d'explication valable. Voilà, donc tout va bien dans le meilleur des mondes, Raphaël Steinville. C'est quand même sidérant. Comment ça a pu, cette distraction, comment ça a pu échapper à la vigilance et à la... Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on protège une forteresse, on a à la fois des éléments actifs et puis des signaux faibles. Donc la sortie, normalement, de autant de fiches devrait ne pas être un signal faible. Pour autant, est-ce qu'il a été repéré ? Est-ce qu'il n'a pas été repéré ? Ça, c'est l'enquête qui le dira. Au jour d'aujourd'hui, effectivement, on peut considérer qu'il y a un délai qui est anormal entre le moment de l'attaque et la déclaration par la DGFiP
et qui a certainement été d'ailleurs court-circuitée par celle du cybercriminel. La DGFiP transmettra ces informations. Benoît Grunemwald, vous restez avec nous. Adrien Matou, directeur adjoint de Marianne, a une question. Oui, la France est devenue le deuxième pays au monde le plus touché par les fuites de données. Il y a 23,5 millions de comptes qui ont été compromis rien qu'au premier trimestre 2026. Est-ce que c'est parce qu'on est plus ciblé que d'autres pays ou est-ce que c'est parce que notre niveau de défense est tout à fait insuffisant? Alors, il y a plusieurs éléments dans cette lecture d'un classement, qui souvent d'ailleurs sont effectués par des sociétés privées. Donc je pense qu'il faut les prendre avec des pincettes. Ouais. En tout cas, ça n'exclut pas et ça n'enlève rien au fait que la France est particulièrement victime de fuites de données. Ça, c'est évident. Il y a deux choses pour moi. La première, c'est que notre pays est extrêmement numérisé. Nous avons beaucoup de services qui nous demandent de nous connecter. Une de mes filles, 12 ans, rentre au collège. Il lui faut l'ENT. Donc, pour aller se connecter à l'ENT, il lui faut une adresse email. Donc, un login, un mot de passe. Un login, un mot de passe sur l'ENT. L'ENT, c'est quoi? L'ENT, c'est, vous savez, le web collège. Ça permet d'accéder aux devoirs en ligne. Donc, sans ça, on n'a pas assez de devoirs. Et il se trouve qu'à 12 ans, elle a déjà, pour le loisir, pour le travail, l'école, elle a déjà une 50aine de comptes. Donc, il lui faut une bonne hygiène numérique. Et on y reviendra certainement parce que ça peut nous manquer. Donc, cette numérisation du pays implique qu'il y a forcément des vulnérabilités qui vont faire que les bases de données peuvent fuiter. Et puis d'autre part, le RGPD, on en discutait, fait qu'il y a un effet d'annonce. Alors même si dans le cas présent, celui-ci est à creuser, cet effet d'annonce, les sociétés doivent, pour peut-être limiter les amendes ou ce qui pourrait les conséquences de leur fuite de données, doivent signaler leur fuite de données. Ce qui n'était pas le cas avant, et même après l'application du RGPD. Bon, ça arrivait peut-être avant, mais on ne le savait pas en fait. Exactement. Ouais. Donc les fuites de données étaient certainement présentes. Alors moi je pense notamment, alors c'est moins important bien entendu que la DGFiP, mais je pense à un nombre très très important de forums. C'est-à-dire qu'au début d'Internet, vous aviez une passion, et bien vous montiez un forum. Et là, sans hygiène informatique correcte, vous mettiez votre vrai nom, votre prénom, votre adresse email que vous utilisiez pour aussi communiquer avec les impôts, avec la famille, avec tout le monde, acheté sur Internet. Et ce forum, maintenu par des amateurs, certainement pas amateurs informatiques et cybersécurité, faisait qu'il se faisait poutrer, donc que les informations partaient. Et là, vous n'aviez aucune information, aucun moyen de vous protéger. Et encore une fois, si vous, en plus, vous n'avez pas la bonne habitude de dissocier vie privée, vie avec l'administration et puis tout ce qui est marketing, malheureusement, les informations se retrouvent dans la nature. Alors, j'aimerais qu'on parle avec vous, Benoît Grunemwald, de l'aspect hygiène numérique. Alors, très concrètement, on nous répète ad nauseam qu'il faut par exemple avoir 3 adresses mail, une pour le travail, l'autre pour les loisirs, l'autre pour je ne sais quel domaine, l'administration. Est-ce que ça suffit pour éviter le piratage ou bien pour limiter les dégâts plutôt? Benoît Grunemwald. Alors, vous l'avez bien dit, et comme on le rappelait au début de cette émission, la sécurité à 100% n'existe pas. Et c'est ce niveau de vigilance élevé qui va faire que l'on sera à la fois moins une cible, et si jamais on est une cible, les cybercriminels peuvent passer à une autre personne parce qu'on devient trop compliqué pour eux. Et avoir 3 emails... D'accord, ça peut les décourager bien entendu. Si on voit qu'on a une hygiène numérique en tout cas. Exactement, c'est comme si vous avez une tentative de cambriolage, ils voient votre appartement, votre maison, serrure 3 points, volet, alarme, ils vont passer à une cible plus simple. Et donc ces 3 emails sont importantes parce qu'elles vont permettre de dissocier votre vie numérique. Vous n'êtes pas obligé, par exemple, sur un site pour du hobby, de mettre votre vrai prénom, votre vrai nom, et puis surtout une adresse email qui contiendrait votre nom, votre prénom, @ votre fournisseur d'accès Internet, par exemple. Vous pouvez tout à fait vous inventer une identité. Et ça va permettre que si vous recevez un email, par exemple, de livraison sur l'adresse email qui vous sert à discuter avec l'administration, vous savez d'ores et déjà que c'est un faux. Parce que ce n'est pas l'adresse email que vous utilisez pour passer commande ou pour recevoir des newsletters si vous aimez, par exemple, les vêtements. On a découvert avec effroi, il y a quelques années, qu'une majorité de Français disposaient de mots de passe très friables, on va le dire comme ça. Le mot de passe le plus répandu, c'était 1, 2, 3, 4, chez beaucoup de Français. Enfin, on marche sur la tête. Est-ce qu'il y a quand même, vous qui êtes expert en cybersécurité, Benoît Grunemwald, est-ce qu'il y a quand même du mieux dans l'éducation numérique ou bien on n'a pas fait beaucoup de chemin?
Par exemple, moi, ma mère, je suis persuadé que son mot de passe, c'est sa date de naissance. Hein. Voilà, je vais vous le dire comme je le pense. Alors, je pense qu'il y a des efforts qui ont été faits. Peut-être pas sur toutes les populations, Oui. donc il faut certainement que votre mère et la mienne soient plus attentives aux conseils qu'on leur donne. Et pour ça, la mienne a pris des bonnes mesures. Elle a un gestionnaire de mots de passe. D'accord. Et alors ça, c'est simple à installer? Alors, c'est extrêmement simple à installer, extrêmement simple à utiliser. Généralement, ça se déverrouille notamment sur le smartphone, soit par la reconnaissance faciale, soit par l'empreinte digitale. Et surtout, c'est lui qui fait le travail. C'est-à-dire que c'est lui qui va créer les mots de passe compliqués, uniques, les enregistrer, les sauvegarder et ensuite faire en sorte qu'ils les remplissent à notre place dans les sites. Ce gestionnaire de mots de passe, comment garantir qu'il soit pour le coup inviolable? Eh bien, on est encore sur ce 100% qui n'existe pas, mais il vaut mieux avoir un gestionnaire de mots de passe potentiellement piratable que ces mots de passe dans un Word, dans un fichier Excel ou en clair sur son ordinateur. Bon, c'était passionnant. Merci Benoît Grunemwald, expert en cybersécurité pour la société E7. Merci infiniment d'avoir été avec nous en studio. Il est 13h30.